Ouais. Bonjour à tous. Alors pour commencer, je voulais dire que c'était un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la publication de notre premier guide pratique, concis et complet en français qui a été écrit conjointement par ASA et BPI France. Donc dans ce guide, il va y avoir en fait 32 ans d'expérience dans l'aide aux entreprises étrangères à venir s'implanter en Inde, donc notamment de nombreuses informations pratiques ainsi que les principales questions réglementaires à garder à l'esprit lors de son entrée dans le pays. Donc aujourd'hui, ce webinaire va marquer dans un premier temps le lancement officiel du guide qui va se faire en anglais. Et dans un second temps, nous continuerons avec une table ronde en français qui sera modérée par Sumit Anand, que vous devez tous connaître maintenant. Donc cette discussion offrira une vue d'ensemble sur le marché indien, sur ses opportunités, ses spécificités, son cadre juridique, ainsi que des conseils pratiques pour les entreprises françaises désireuses de venir s'implanter dans le pays. Et enfin, la discussion sera suivie d'un court temps de questions-réponses. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos deux intervenants qui vont lancer officiellement le guide. Donc, on a Monsieur Ajay Sethi, le managing partner d'ASA. Donc, Ajay possède plus de 35 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises étrangères, notamment pour leur stratégie en Inde, ce qui fait lui un expert pour toute question relative à l'environnement des affaires dans le pays. Il est également membre indépendant du conseil d'administration de plusieurs entreprises multinationales et intervient également lors de divers forums nationaux et internationaux sur le commerce et l'industrie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ASA, c'est un cabinet indien de comptabilité et de conseil avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 8 métropoles en Inde. Donc, nous travaillons principalement avec des entreprises étrangères, notamment du Japon, ensuite des États-Unis, de France, de Royaume-Uni, de Singapour ou encore de Suisse. Donc, on va aider ces entreprises qui viennent s'installer et opérer en Inde en les aidant à créer leur entreprise, en les assistant lors de fusion, acquisition, de recherche de partenaires et ensuite de toutes les questions d'audit, de gestion de risque, de fiscalité, de comptabilité, etc. On aura également Madame Elodie Baria, donc, qui est la responsable régionale Asie-Pacifique pour BPI France. Dotée de 14 ans d'expérience, Elodie a passé plus de 8 ans en Asie et elle a accompagné et conseillé des entreprises européennes et françaises dans leurs projets d'investissement et de développement en Asie et elle a rejoint BPI France en 2018. Donc BPI France, c'est la banque publique d'investissement française qui finance et accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, que ce soit en crédit, en garantie, en aide à l'innovation ou encore en fonds propres. Et il faut savoir que BPI France assure aussi au nom et pour le compte de l'État les financements à l'export, mais je pense qu'Elodie aura l'occasion de vous en dire plus sur cette partie. Enfin, avant de débuter cette session, juste quelques règles pour le webinaire. Donc, il faudrait que tous les participants restent en mode écoute seulement pendant toute la durée. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire dans la section dédiée sur le chat de GoToWebinar. Now, I would like to request Ajay and Elodie to officially launch the book and inviting also all the speakers to launch the book with them. I guess we have lost audio with Sumit. Would you just help going in French and then I will come in English? Yeah, sure, Ajay. Oui, je pense Lia est de retour. Lia, vous voulez continuer? Yeah, I just wanted to say that we would like to invite Ajay and Elodie to officially launch the book and invite all the speakers also to launch the book with them. Which we just did, but just for the record again. Okay, sorry. So I would like to request Ajay to please share your thoughts on the guide and doing business in India. Thank you, Leah. Bonjour, everybody. You will have to suffer English for about 3 to 4 minutes.
and then you will be on your path with Sumit, wonderfully leading you into a wonderful discussion. The reason I have been pulled in is because I have been working on India entry strategy for many companies. And I do think as a corporate now, we carry some good experience, which is translated into this book. So I have a very good panel out here. Elodie comes from BPI, and of course, BPI is known to be supporting SMEs in India. Frederick has already got business running out here. Christoph is running business. Sunil is a tax expert. Leah supports us. Eric, hardly anybody who's doing a French company doing business in India, hardly anybody won't know him. And then to top it all, we have Sumit, who has been helping companies in their market entry strategy for ages. So we got a fantastic panel. And then you got me just giving you a little bit of knowledge from the top, but tough questions are not for me. So let me first tell you that India as a market now it's a very strange market. Why do we need a book? Why do we need guidance? Unlike any other place, India has no problem with demand. We have a very high demand. Everything is getting consumed very fast. But India does have a problem with supply. And because of this problem, it's a unique market for the time being, yes. And the SMEs in India and the companies coming from outside are getting more and more attuned to India. Now, unlike the big giants coming from all over the world, when the SMEs come to India, India needs the technology. India needs the partnerships. India wants goods and services from outside. But the SMEs need to understand, how do you really operate in this market? And we have about 32 years of corporate experience. And if we put all the partners and our experience, it will run into a few hundred years of guiding SMEs entry into India. Of course, we have worked with the giants from the world, but SME is our focus area. And it started with Japan about 30 years back. And now it's moved on to France, Switzerland, Germany, US, Australia, Korea. We're working with a lot of corporates from outside. Actually, 60-70% of our client base is foreign companies. And we've understood some ticklish problems. Whenever an issue comes, this is the standard questions. How to sell to India? That's the first major question. We know there's a market, but how do we get across to this market? And it's a strange market. Sumit can expand on it far better than I can. I'm an accountant. How do you set up a base in India? That's where people like us come in. How do you structure your business entity in India? How do you find the right partner? And how do you understand your Indian partner? How do you tax plan? Then I've got regulatory compliances, which in India, as any growing jurisdiction, is very complicated, but not impossible. And how do I make the compliance work in India, which also meet my head office requirements? You can't have two sets of accounting records running at the same time. And most important question, how do I take my money out of India? I just don't want to pump it. Is there a clear path for me? And I have realized that normally the books which are in the market or the literature which other consultants have put out is more about selling their services than giving an answer to the business person. And that's the gap we are trying to fill in. We are trying to cut away the jargon, the legal text, and address it to a business person who is not a lawyer or a consultant. He's a marketing expert. That's what this book does for SMEs. This is our attempt. So it is a precise and clear language. It talks in a very simple way. It gives you a very factual overview. It's not trying to talk from the top. And there are a lot of practical tips. Like on page 35, there's a little note on how to understand your Indian partner. On page 32, you'll see a chart. How do you set up an entity in India? Simple questions. On page 46, there are questions about how to repatriate money. So the book has been simplified. And we are very aware that BPI's focus, like I said, on SME is very good. They want them to have the right entry into India and the right finance, and therefore a very balanced risk. That's what BPI looks for. And we are very grateful that they have partnered with us to do this book. And this is exactly what we seek. The right support to our clients and giving them a clear picture of what are they getting into. Not selling India, giving them a correct picture, let them decide. So there we are delighted that BPI has partnered with us. We are very, very delighted, Elodie. Thank you very much. And over to you
which you can now choose the language of your liking. And everybody else, if I made sense in my language, thank you very much. I didn't, then Leah and Sunil are to blame for getting me across. Thank you, everyone. Thanks so much, AJ. So first of all, I would like to thank ASA for giving us the opportunity to be part of this book. India today is considered to be one of the major forces in the global economic markets, and it's as well one of the fastest growing country, and its economy has a huge impact on the global trading. It has so many advantages to do business with, and it's one of the preferred destination for some investors for many reasons, like the huge market base or the low operational costs. But still, for French entrepreneur, it's still like a really difficult market. So whenever ASA offer us the opportunity to be part of the book, we were really happy because we really want to support, to push French entrepreneurs to discover this country with the best tools. So we hope that this book will be a really good tool. There is an amazing team around this table today. And if you have any question at the end, I'm sure that, that everyone will be happy to answer. And thank you very much. Any thoughts? You can say that again. Sorry, I was on mute. Merci beaucoup, Elodie, and thank you, Ajay, for your thoughts. So, j'aimerais maintenant en profiter pour présenter le modérateur de la session d'aujourd'hui, donc Monsieur Sumit Anand, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie France-Inde, l'IFCI, et également le fondateur d'Inside Growth Partners. Donc, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie chez Pernod Ricard, Bongrain, Savencia, Arjo Wiggins, et consultant en stratégie depuis plus de 10 ans, Sumit a une expérience inégalée en tant qu'expert des questions business franco-indiennes. Et il a d'ailleurs été récemment décoré du titre de chevalier de la Légion d'honneur. Encore félicitations pour ça. Et Sumit, la parole est à vous. Merci beaucoup, Léa. Merci pour cette introduction très gentille. Je suis ravi d'être là avec nos amis de ASA, Ajay, Sunil, Kim et Léa. Bravo pour ce livre, Ajay, et pour ce partenariat avec BPI. Comme Elodie a dit, on avait vraiment besoin de ça. Et c'est là que je vois la différence d'un grand cabinet indien comme ce que tu as fondé, Ajay, qui va plus loin, comme dit ton motto, going the extra mile, que les traditionnels Big Four. Donc, bravo et félicitations pour un livre qui est très bien conçu, que j'ai eu le plaisir de passer en lecture. Donc, je suis très content qu'on fait cette séminaire aujourd'hui. Le timing est parfait pour les raisons qu'Elodie a évoquées. Aussi parce que l'Inde, finalement, aujourd'hui, est un partenaire important pour la France. Et donc, les entreprises françaises ont beaucoup à profiter, même si l'Inde peut sembler difficile et nouvelle, de cette relation stratégique qui existe entre les deux pays. Et l'Inde, dans un forum mondial, prend de plus en plus de responsabilités. Et comme un acteur senior et un acteur économique, et donc a pris récemment la leadership du G20. Donc, dans tout ce contexte, je pense parler de faire du business en Inde, c'est tout à fait le bon timing. Je suis ravi de modérer cette session avec un super panel, comme Ajay a indiqué. Je vais juste rapidement présenter le panel et après on va partir dans les questions. Je commence avec Eric Fajol, qui est le conseiller économique de la Direction générale du Trésor et donc la Trade Commission auprès de l'ambassade de France en Inde. Eric qui est en Inde depuis quelques années et qui est un excellent Trade Commissioner et il a tout de suite compris comment faire du business en Inde et donc c'est vraiment un très bon intervenant et vous avez la chance de l'avoir aujourd'hui. Il a travaillé sur différents continents et donc il peut très bien situer un peu cette opportunité indienne et comment ça peut bénéficier les PME et Business France fait un super travail par rapport à ça. Merci Eric d'être avec nous. On a aussi Frédéric Chernalian de Questel, qui est vice-président M&A de Questel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Qui est un éditeur de logiciels et prestataire de services en matière de propriété intellectuelle. Et Frédéric a réussi un développement en Inde, donc c'est toujours bien d'avoir un successful
cadre avec nous. Il l'a fait par une acquisition et aussi par le développement internalisé. Donc, en fait, c'est les deux choses qui est tout à fait possible en Inde, hein, faire le développement organique soi-même et aussi faire des acquisitions. Donc, je suis sûr que Frédéric nous parlera des avantages des deux axes. On a bien sûr Christophe Mariette avec nous, qui ça fait maintenant 14 ans qu'il développe les activités de l'IRA en Inde. L'IRA qui est dans l'offre de services de paiement sécurisé et qui est un très belle success story parce qu'il travaille avec l'établissement, avec l'administration indienne sur la digitalisation du paiement. Et en fait, c'est un domaine où l'Inde est en avance, même sur certains pays développés. Et je suis sûr qu'il en parlera de cette expérience avec nous. Bonjour Christophe. Et on a Sunil Arora de AEC qui dirige le département de la fiscalité. Comme j'ai indiqué, la fiscalité est toujours une question qu'on pose à l'international et surtout qu'on est dans un système différent que la France comme en Inde. Et Sunil a 20 ans d'expérience de fiscalité internationale et il a conseillé beaucoup d'entreprises étrangères. Donc, il peut nous donner des éléments pratiques de comment structurer le développement et l'établissement en Inde pour vos business. Donc voilà le panel. Donc, welcome to the panel. Bienvenue everybody. Donc, je pense avec ça, on peut tout de suite partir. Lia, c'est bien ça? On peut commencer avec la première série de questions. Vous me donnez le OK? Très bien. OK, parfait. Donc, on va commencer avec Eric Fajol. Eric, superbe de te voir à distance. Je pense que voilà, ça serait bien déjà de commencer avec ton point de vue, hein, parce que avec Business France, vous voyez déjà flou depuis ces derniers temps des entreprises françaises. Et comme j'ai dit dans l'introduction, tu as un super vue de ce qui se passe en Inde. Donc, pour toi, là, quelles sont les opportunités que tu vois pour les entreprises françaises en Inde? Quel est le diagnostic que tu fais par rapport aux opportunités et vis-à-vis de la relation qui existe entre nos deux pays? Merci Sumit. Merci également au cabinet ASA et à BPI France de nous avoir associés à ce webinaire. Je pense que c'est toujours utile d'évangéliser sur le marché indien et particulièrement auprès des entreprises françaises qui ne sont pas encore présentes en Inde pour expliquer surtout ce qu'est cette nouvelle Inde, The New India, qui sort un peu des clichés qu'on peut avoir sur ce marché et notamment en sortie de Covid. Moi, ce que je vois et ce que j'observe ici depuis 2 ans, c'est que d'abord, les entreprises françaises sont très présentes en Inde, ont beaucoup investi en Inde et que la plupart de celles qui sont présentes ici ont quand même des programmes de développement assez denses, prévoient, y compris à partir de l'Inde, d'approvisionner non seulement le marché indien, mais aussi d'utiliser leur implantation ici pour l'ASEAN, pour d'autres parties de l'Asie, voire sur d'autres continents dans le monde. Donc la présence française, elle est forte, elle est dynamique, elle se restructure parfois. On voit, j'ai observé depuis 2 ans, des sociétés racheter un peu la part du partenaire indien lorsqu'elles étaient en JV au bout d'une dizaine d'années. Et surtout un phénomène peut-être un peu plus récent d'acquisition. Je pense que c'est peut-être la bonne pratique par des ETI françaises ou des PME un peu plus costauds qui rentrent au capital de sociétés indiennes pour qui les rachètent complètement pour adresser ce marché de façon plus rapide et plus efficace. Donc, il y a une vraie dynamique. Il y a encore, à mon avis, une faiblesse de connaissances ou d'a priori encore en France pour ceux qui connaissent moins le marché. On accompagne à peu près 300 sociétés, on conseille en tout cas par an, entre 250 et 300. Et une fois qu'on a réussi à accrocher ces sociétés, on arrive à les convaincre de l'intérêt d'être sur le marché français. Mais je pense que c'est encore très peu de tous les partenaires de la Team France, y compris BPI et la Chambre de commerce, voire le secteur privé. Je pense que ce marché mériterait d'avoir beaucoup plus d'entreprises françaises en prospection
et en présence sur les différents salons et foires sectoriels. Donc, pour répondre à la question sur les secteurs, il y a les secteurs traditionnels de l'aéronautique et défense, qui est celui où on attire le plus parce que c'est le premier marché d'Airbus, parce qu'on a le contrat Rafale, parce qu'il y a des contrats de sous-marins, etc. Donc, toute la filière aéronautique défense, et j'ajouterai peut-être le spatial qui est un peu nouveau, sont des filières très porteuses. Mais on a aussi beaucoup de mouvements dans le secteur industriel, en particulier les équipements industriels. Hier, j'ai rencontré une très, très belle société française qui signe aujourd'hui un très beau contrat avec un grand groupe indien pour de la machine d'équipement industriel. Et ça, on le ressent sur l'industrie, l'effet supply chain, le report progressif et surtout la fermeture encore de la Chine qui commence à bénéficier aux Indiens dans certains secteurs d'activité. Et les Indiens qui ont besoin de construire des gigafactories de panneaux solaires, des gigafactories de batteries automobiles, de composants électroniques, etc. Donc, je pense qu'il y a un nouvel élan qui est donné en post-Covid, sans parler de la guerre en Ukraine qui a aussi un impact positif quelque part sur les relations ici avec certaines zones géographiques, notamment en Asie. Voilà. Et puis, comme l'a dit Sumit, le fait que l'Inde soit aujourd'hui à la présidence du G20 va entraîner un focus très fort pendant 1 an sur ce marché indien où la France est devenue un des partenaires clés dans l'Indo-Pacifique de l'Inde avec une relation politique très forte, une relation économique qui est encore, sur le plan des exportations pures, encore faible. On pourrait faire beaucoup mieux en termes d'exportation, mais je crois que ça reste quand même, et ça il faut le dire, dans les difficultés, un marché encore difficile d'accès depuis la France si on ne joue pas la carte du Make in India, donc si on n'investit pas en Inde pour le marché indien, voire comme hub industriel pour la région. Et je pense, je terminerai par là, pour avoir vécu dans d'autres pays, c'est assez comparable à ce qu'on avait au Brésil également, sur un autre grand pays BRICS, de voir que finalement ces marchés, pour structurer leur industrie, sont obligés quelque part de se fermer, de mettre des taxes d'importation particulièrement élevées sur certains secteurs pour obliger l'industrie à monter en gamme et à rivaliser quelque part aussi avec les Chinois. Et c'est un peu la stratégie indienne dans pas mal de secteurs. Donc, l'ensemble de la Team France est là aussi pour aider à l'implantation et avec les cabinets d'audit comme ASA, je pense que c'est un peu les possibilités qui sont offertes aux entreprises pour s'implanter plus que pour exporter. Merci Eric. Je pense tu seras d'accord si j'ajoute à ce que tu viens de dire qu'il y a cette tendance de favoriser le Make in India, mais globalement, à part quelques catégories de produits, on est dans un marché où l'import-export est tout à fait habituel et le marché est tout à fait accessible. Je pense, si je ne me trompe pas, avec des droits de douane qui moyennisent en fait à part ces quelques catégories à peu près à 11%. Et ça ouvre quand même des perspectives pour des produits français un peu premium finalement pour arriver sur le marché. Non? Alors moi, je serais un peu plus modéré. Je pense que ça reste un marché encore difficile d'accès avec des droits de douane élevés. Et dans beaucoup de secteurs l'agroalimentaire, on a du mal à percer parce que si on ne fabrique pas en Inde, on peut difficilement avoir des produits compétitifs sur le marché indien. Il y a actuellement toute une équipe, je crois qu'il y a à peu près 30 personnes de la Commission européenne à Delhi cette semaine pour des rounds de négociation de l'accord de libre-échange. Donc, il y a cette volonté politique de faire baisser certaines barrières douanières, mais dans plusieurs secteurs. Alors, c'est plus facile je trouve que les exportations indiennes sont assez dynamiques vers la France. Les exportations françaises, si on enlève l'aéronautique et la défense, je pense que vu la taille du marché, on pourrait être encore plus présent, faire encore plus si ces droits de douane étaient un peu moins élevés. Super, clair. Merci Eric pour ça. Je vais maintenant tourner vers Elodie. Bonjour Elodie, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, on va parler de BPI France, Elodie. Donc, merci si
tu peux un peu exposer pour notre audience quelles sont les solutions que BPI France peut proposer pour accompagner les entreprises dans leur développement en Inde? Alors, donc BPI France, on a développé un continuum de solutions à l'international qui a pour objectif d'accompagner les entreprises dans toutes leurs étapes de développement, que ce soit dès la réflexion jusqu'à l'implantation d'une filiale à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, en Inde, donc si je poursuis par rapport à ce que disait Eric, on va avoir dans un premier temps en fait une boîte à outils qui va comprendre des solutions d'assurance, comme l'assurance prospection, comme l'assurance crédit ou des garanties également. Donc, si je prends l'exemple de l'assurance crédit en fait va permettre d'assurer un contrat commercial entre une entreprise française et un exportateur étranger contre le risque d'interruption du contrat ou le risque de non-paiement. Au-delà des solutions d'assurance que je développerai ultérieurement, on a aussi des solutions de financement. Donc, dans les financements, on va avoir, par exemple, le prêt croissance international. Donc, le prêt croissance international, c'est un prêt traditionnel qui peut aller de 30 000 € à 5 millions d'euros et qui a pour objectif de financer, en fait, par exemple, des besoins en fonds de roulement ou des opérations de croissance externe ou encore des investissements immatériels que souhaiterait faire une entreprise dans le cadre de son développement en Inde. On a par ailleurs développé une nouvelle solution qui est depuis 5-7 ans, qui est le crédit export. Donc le crédit export, en fait, nous, BPI France, pour rappel, on accompagne vraiment les petites et moyennes entreprises dans leur développement en France et à l'international. Les grands groupes n'ont pas besoin de nous. Et en fait, quand on a lancé le crédit export, c'est en fait une solution de financement où on va faire un prêt, donc financer un acheteur étranger qui va acheter français. Donc, il va se fournir auprès d'un exportateur français. Cette solution, on est capable de faire un prêt qui va entre 1 million d'euros et 25 millions d'euros en prêteur seul et jusque 75 millions d'euros si on fait partie d'un pool bancaire. En fait, pour faire très simple, l'avantage de ce financement, c'est que demain, vous êtes un exportateur français, vous souhaitez vous adresser au marché indien, vous pouvez présenter votre solution. Donc, si vous vendez 5 machines agro, par exemple, vous pouvez non seulement présenter vos machines, mais en plus de ça, une solution de financement à votre acheteur indien, où, en théorie, nos taux seront relativement avantageux. Voilà. Excellent, Elodie. Merci beaucoup. Donc, c'est très important d'apporter toutes ces aides, surtout pour un marché qui peut sembler nouveau pour beaucoup d'entreprises PME et ETI français. Donc, c'est excellent de voir que BPI maintenant est très présent avec cette offre pour le marché indien. Je vais maintenant tourner auprès de nos amis de ASA qui nous accueillent aujourd'hui et aller dans des questions un peu plus structurelles pour un cabinet. Donc, Lia, la question pour vous peut-être avec Sunil, c'est quelles sont les options concrètes pour les entreprises qui veulent s'installer en Inde? Merci Sumit. Donc, une fois que les entreprises ont choisi de venir en Inde et trouver leur financement, donc la question qui va se poser, ça va être vraiment quelle structure choisir pour faire des affaires en Inde. Parce que là, même si les différentes structures possibles sont connues, je pense qu'il y a encore un manque de recherche sur les implications de chacune d'entre elles. Donc, en fait, le plus important, ça va être de bien planifier son entrée en Inde, ce qui suppose vraiment d'avoir une clarté sur l'objectif afin de choisir la structure la plus appropriée pour l'entreprise. Donc nous, par exemple, les 2 premières questions qu'on va poser généralement à nos clients, ça va être est-ce que vous êtes prêt à vous engager en Inde sur le long terme? Ou alors, est-ce que vous êtes encore en train d'étudier le marché? Vous n'êtes pas trop sûr pour votre plan en Inde? Est-ce que vous avez seulement un projet ponctuel? Et en fait, si vous êtes dans ce cas-là, il va plutôt falloir se tourner vers une structure temporaire, donc qui va être considérée comme une extension de la société mère en Inde. Donc pour ça, il va y avoir 3 solutions. La première solution, ça va être la liaison office, donc qui est en fait un bureau de représentation, mais qui n'a pas le droit d'entreprendre des activités commerciales en Inde. La deuxième possibilité, ça va être la project office, donc uniquement pour exécuter un projet bien spécifique. Et la troisième possibilité,
ça va être la branch office. Donc là, qui va permettre d'avoir des activités commerciales en Inde pour le compte du siège social. Donc ces 3 options-là, elles permettent d'être un petit peu moins engagées dans le pays, mais il faut garder à l'esprit que par exemple, les project office ou branch office sont un petit peu moins flexibles et surtout, elles sont considérées comme un établissement permanent en Inde aux yeux des autorités fiscales, des traités fiscaux. Et par exemple, ça va impliquer un impôt à plus de 40% sur les bénéfices de la société. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qu'il faut évidemment garder, prendre en considération. Par contre, si vous êtes dans le premier cas, donc si vous êtes prêt à faire le grand saut, si on peut dire ça, alors là, il va plutôt falloir se tourner vers une Indian PLC, Private Limited Company. Ça va être une évidence. Donc ça, c'est une société de droit indien qui est enregistrée localement, gérée localement, avec un directeur résident en Inde. Et en fait, ça va permettre à l'entreprise d'être plus impliquée dans le pays. Et en général, c'est la structure que les investisseurs préfèrent pour venir en Inde. Maybe Sunil, you would like to add something on that? Sure. I guess you mentioned mainly on the formal structures. Well, for me, there are also informal structures. And sorry, I'm coming in English now. But in terms of informal structures, I think given the experience that we have had with various companies, specifically SMEs, who, let's say, just want to test waters right in the beginning, and they don't want to set up their own entity in India, right? Now, depending on the kind of business, the nature of activity that they want to do in India, they can decide how to explore the Indian market. You know, she also already mentioned about liaison office, the rep office, but some informal way to do business in India are, for example, one of our clients, they had 1 or 2 people posted in India. They just wanted a short-term sort of an arrangement. So they chose to go to a PEO, a professional employment organization, right? These are short-term arrangements whereby you find somebody who could employ these people on your behalf. Again, really short-term arrangements, but it solves your purpose for the limited time that you want your people to be there. This is one structure. And then, like in other countries, you could take help of logistical partners, right? DHL, FedEx, they're all over the world. You could use their warehousing facilities, stock your goods in India, sell it through them. This is one model that is possible. You could engage with distributors in India. That's again a model that you could explore. What else? I guess that pretty much sums it up. Thanks, Sunil. Merci, Lia. Et là, peut-être, je vais porter ma casque, si vous permettez, de président du Chambre de commerce, pour préciser que la Chambre de commerce, effectivement, offre ce service. Sunil a parlé de temporary employment services et mettre les gens sur la feuille de paie du Chambre et leur offrir même un coworking space dans notre centre d'affaires. Donc, effectivement, vous pouvez aussi tourner vers la Chambre, qui est une structure officielle et institutionnelle. Thanks so much for that, Sunil. You're right. I think there's also the agency agreements that you can have in addition to distributors. So yeah, there's various ways to develop business in India. Structure should not come in the way. La structure, on peut toujours trouver une solution. Voilà, excellent. Donc maintenant, avec ça, on fait dans un échange avec des pratiquants et des success stories en Inde. On commence avec Frédéric de Questel. Frédéric, peut-être vous pourriez un peu introduire votre business avant de répondre à la question pour que c'est clair pour tout le monde ce que vous faites exactement. Et surtout, la question est autour de votre expérience d'acquisition et JV en Inde. Donc, si vous pouvez nous dire comment ça a été pour vous et qu'est-ce qui a marché, pas marché et quel est le bilan que vous en tirez. Bien, merci Sumit. Alors effectivement, notre entreprise Questel est issue d'un essaimage du groupe Orange France Télécom en l'an 2000. Notre créneau, c'est le service aux entreprises, dématérialisé, disons, le service aux entreprises, aux organismes de recherche, aux universités, en matière de propriété intellectuelle. Donc, les entreprises qui créent des technologies veulent protéger leurs technologies par des brevets. Et pour ça, elles ont besoin de savoir quel est le panorama technologique de leur secteur d'activité avant d'aller vers le dépôt de brevets. Elles ont besoin aussi de savoir ce que font les concurrents à travers les brevets qu'ils déposent, etc. Donc, on offre des solutions logicielles et des solutions services à toutes ces cibles-là.
Si je regarde il y a 15 ans, donc on était une PME, donc issue d'Orange, comme je disais. On était présent dans quelques pays européens, on était présent aux États-Unis, un petit peu au Japon. On n'était pas en Inde. Nos concurrents étaient déjà en Inde. Bon. Si je regarde aujourd'hui, donc ça fait 15 ans de relations avec l'Inde, et sachant que notre groupe s'est entre-temps fortement internationalisé, bon, l'Inde est devenu l'un des 10 premiers pays dans notre chiffre d'affaires, ça c'est une chose, donc l'export. Et la deuxième chose, c'est que l'Inde est devenue un centre d'excellence pour concevoir, pour produire certains des services en matière de propriété intellectuelle que le groupe offre et qui réclame en fait une compétence métier pointue qu'on a trouvée en Inde et qu'on n'aurait peut-être pas pu faire ou pas faire si facilement ailleurs. Voilà, ça c'est le constat. Donc l'Inde pour nous, elle est apparue comme un des jalons incontournables de notre plan de croissance en tant que PME pour viser le statut davantage de TI. Qu'est-ce qu'on a trouvé en Inde? Donc là, je vais sans doute doublonner avec ce que certains des autres participants ont déjà dit, mais on a trouvé un vaste marché qui permet de vendre en réalisant du volume. Donc dans notre cas, Questel, il y a de nombreuses entreprises en Inde qui développent leur technologie et qui veulent protéger leurs innovations. On a trouvé donc aussi des compétences fortes, comme je l'ai dit, pour renforcer les activités du groupe. On a trouvé enfin une capacité à communiquer qui est appréciable. Il y a des différences culturelles, c'est évident, mais c'est l'enrichissement mutuel et en pratiquant régulièrement les interlocuteurs dans le but de bien les connaître, on s'aperçoit qu'on construit des choses qui sont assez fantastiques. Et aujourd'hui, par exemple, la relation entre les collègues français et indiens du groupe est vraiment au beau fixe. Alors, entre-temps, sur le parcours, tout n'est pas forcément rose. D'abord, nous, on est parti la fleur au fusil, sans consulter personne, parce qu'on a été sollicité. Effectivement, on a choisi de ne pas s'implanter en Inde au départ. Du bouche à oreille fait que donc, nos produits ont été appelés pour des utilisations en Inde. Et voilà, donc de fil en aiguille, on a monté une relation d'agent commercial avec des entreprises locales indiennes qui ont promu nos produits. La vente était toujours faite par l'entreprise Questel, mais nos agents sur place donc, nous aidaient à faire connaître nos produits. On a forcément essuyé des plâtres dans divers domaines et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le recul, je conseillerais à toute personne qui veut se présenter là-bas de consulter ce guide qui est une approche très pratique et pertinente et sans doute de prendre un conseil, ne serait-ce que léger au début, auprès d'une structure comme ASA, pour comprendre certaines choses clés qu'il faut savoir avant de se lancer. Bon, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a retenu de ça? C'est qu'en fait, il faut pouvoir essayer de travailler avec plusieurs prestataires, plusieurs entreprises locales. On ne trouve pas forcément tout de suite la bonne. Donc, il ne faut pas hésiter, dans le cadre de l'export, à faire une relation non exclusive pour voir avec qui ça fonctionne le mieux. Ne pas hésiter également à être assez précis et avoir un suivi concret de la mise en application des modes de vente qu'on souhaite en Inde, c'est-à-dire faire en sorte que l'agent commercial respecte et comprenne ce qu'on souhaite et ne prenne pas des initiatives qui seraient vraiment pratiquement des circuits parallèles, ce qu'il faut absolument éviter. Ensuite, du point de vue fiscal, et c'est là que ASA peut aider fortement, on a forcément, quand on fait du business en Inde, on a forcément affaire un jour aux autorités fiscales en Inde, même si on n'est pas implanté. Il faut savoir qu'on est connu en tant qu'entreprise étrangère dans des autorités fiscales, que dans les flux financiers entre les clients indiens et un pays comme la France, il y a ce qu'on appelle une retenue à la source. Donc, il y a des manières de comprendre, d'optimiser, de gérer toutes ces choses-là. Et donc, je dirais, il ne faut absolument pas s'en priver parce que ça fait gagner du temps et ça épargne des mauvaises surprises pour la suite. Alors ensuite, une fois qu'on a vu que cet export marchait bien avec des agents commerciaux, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé d'internaliser cette présence commerciale, vu que l'Inde devenait un pays clé. Donc, comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait en utilisant les partenaires commerciaux qu'on avait déjà sur place. Donc, on n'a pas coupé tout d'un coup la relation. On a recruté en sus des personnes et on a créé une entité locale pour héberger nos équipes commerciales locales. Et c'est là que nous nous sommes fait assister donc,
par ASA et le partenaire cabinet d'avocats qu'ASA nous a recommandé. Donc ça s'est bien passé. Certes, le projet prend un certain nombre de mois. Il faut vous dire aussi que nous, on a choisi de coupler cette internalisation commerciale par la création d'une filiale en Inde avec le rachat donc d'un fournisseur avec lequel on travaillait depuis un certain nombre d'années, dont on avait pu tester la qualité de service et de relations. Donc voilà, en même temps, on a créé notre structure et avec cette structure, on a racheté une entreprise indienne en faisant le choix, qui est clairement assumé, de dire on a un management indien, local, fort, qui s'entend très bien avec la France et qui se coordonne de façon très étroite et qui s'intègre au groupe, parce qu'en fait, ce management peut, au sein du groupe, aussi trouver des futures positions et faire évoluer son rôle par la suite. Donc voilà ce qui s'est passé depuis le début, plusieurs phases. Donc je dirais dans notre cas, c'était un projet assez complexe, internalisation et acquisition. Ça nous a pris environ 6 mois, si j'intègre tout, hein, c'est-à-dire les négociations avec les interlocuteurs, les due diligence, les démarches administratives, etc. Le closing avec une banque franco-indienne, tout ça nous a pris 6 mois. Ça n'est pas forcément excessif et insurmontable, sachant que l'activité s'est entre-temps poursuivie avec les modalités préexistantes. Donc, ça fait maintenant 8 ans qu'on est comme ça, donc je peux dire qu'on est très satisfait de cette présence. On pourrait même aller au-delà si on le souhaite. Par exemple, on n'a pas encore choisi de confier à l'Inde notre développement logiciel sur nos produits, mais ça pourrait un jour être le cas. Donc, je veux dire qu'il y a de la réserve en Inde, hein, si on va aller plus loin. Tout ça, on l'a financé avec des fonds de France, dans notre cas. Alors, une petite surprise qu'on a eue, c'est qu'en fait, on n'a pas pu financer notre filiale par un prêt intragroupe depuis la France. Il a fallu placer cet argent en capital dans notre filiale indienne. Mais je dirais qu'ensuite, ça se passe bien aussi, puisqu'il y a une facilité de remontée de dividendes de l'Inde vers la France qui est appréciable. Donc, rien n'est insurmontable. Voilà, donc en conclusion, chez nos interlocuteurs indiens, c'est tous ceux avec qui on a travaillé, on a ressenti une forte envie d'entreprendre, qui s'est très bien concilié avec les objectifs de développement du groupe. Quelque chose que je peux dire sur ASA, qui est maintenant notre conseiller, notamment en fiscalité sur place, c'est le fait que ASA dialogue avec le management local, fait qu'on peut identifier un certain nombre de sujets qui ne sont pas strictement comptables et fiscaux, et ça, c'est très utile. Voilà. Donc, je recommande à 100% ASA, ce n'est pas un jeu de mots. Merci et ouvert à vos questions si vous en avez. Super, Frédéric. Oui, et bravo Asa pour avoir aidé Questel. Je pense que dans ce que vous avez décrit, on voit beaucoup des facteurs clés de succès pour réussir en Inde, en fait. D'abord, le fait qu'on a trouvé la demande pour ce que vous avez à offrir. Deuxièmement, le fait que vous êtes resté focalisé sur le marché, vous avez construit sur la durée avec la patience, mais avec une présence progressive et active. Troisièmement, le fait que vous êtes engagé à prendre l'avantage de l'Inde, qui est d'un côté, comme vous avez expliqué, le marché, et d'un autre côté qui se développe, si je comprends bien, sur ce que vous avez dit, le talent pour la business locale comme le talent qui peut être utile pour la business à l'international. Et le fait que vous avez du management sur place de confiance avec qui vous travaillez bien. Donc, je pense que tout ça, c'est des facteurs clés de succès, entre d'autres que vous avez cités, qui peut être utile pour notre audience aujourd'hui aussi à tenir compte. Donc, merci pour ça, Frédéric. Avec ça, je vais maintenant tourner vers Christophe. Merci, Christophe, d'être avec nous. Lira. Donc, Lira est en Inde depuis 14 ans. Pourquoi est-ce que Lira a choisi l'Inde? Quelle est l'histoire? Encore un peu, si vous pouvez présenter ce que fait Lira et quels sont pour vous votre diagnostic de votre business du pays, des opportunités que vous voyez. Si vous pouvez faire un partage d'expérience, s'il vous plaît. Vous êtes en mute, Christophe. Allez-y. Non, on n'entend pas. Non. Est-ce que c'est moi ou... Vous m'entendez pas?
Vous m'entendez? Oui, c'est bon là. C'est bon. Bon, excusez-moi. Oui, donc je suis Christophe Mariette. J'ai fondé l'IRA India il y a 15 ans. Je préside toujours cette structure. Nous, on est arrivé en Inde très tôt. En fait, je crois qu'à l'époque, on était 4 personnes chez l'IRA quand on a décidé d'aller voir l'Inde. Donc, ça s'est fait par opportunité. Moi, j'avais déjà pas mal travaillé en Inde précédemment pour Thales. Donc, c'était un pays que je connaissais, un peu. Et pourquoi on est allé en Inde? À la fois par opportunité, parce qu'on avait une connaissance qui travaillait avec l'opérateur local, qui avait réussi à avoir un accord avec BSNL pour un jeu qui s'appelait Pop Idol, comme quoi on va chercher la star au paiement. Et nous, on avait besoin de cet accord pour démarrer en Inde. Et puis, on avait, et ça c'est important, je pense, pour des sociétés petites, moyennes, qui veulent démarrer en Inde. On avait une société française qui à l'époque était Schlumberger, ils ont une émanation de Schlumberger qui est Axalto, qui est devenu Gemalto après, qui cherchait une solution pour connecter ces terminaux de paiement. Et en fait, on a démarré comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est une fintech qui offre des solutions à la fois pour les terminaux de paiement et aussi une plateforme de paiement sur Internet et sur les terminaux de paiement. Donc, on y allait petit à petit. On est resté pendant 3 ans dans les bureaux de Gemalto. Une fois qu'on a convaincu les banques, qu'on a mis en place notre réseau, ben là, on a commencé à chercher des locaux. Et aujourd'hui, on est une centaine de personnes, un peu plus de 104 personnes en Inde. On fait à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on s'est complètement autofinancé. Et on dit beaucoup, oui, mais l'Inde, voilà, on perd de l'argent, mais nous, on était rentable dès la première année. Alors après, je dis pas que c'est simple, mais on peut y arriver. On peut arriver à gagner de l'argent en Inde en étant voilà, innovant. Nous, on a eu beaucoup de difficultés au départ pour créer la société, parce qu'on est arrivé avec que des actionnaires français pour créer la société. Et ça a été un peu compliqué. Bon, on a voulu faire nous-mêmes. Moi, je m'y suis repris à 4 fois pour déposer le dossier. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas, les actions qui n'étaient pas marquées à la main. Puis la dernière fois, le pouvoir de l'avocat a été échu. Donc j'en ai eu un peu assez. Et là, en fait, ce que j'aurais dû faire dès le début, je me suis tourné vers Business France. À l'époque, c'était pas Business France. Et je leur ai demandé, mais comment on peut faire? Et ils m'ont dit, en fait, le mieux, c'est que vous trouviez des avocats indiens, ils créent la société pour vous. Donc là, on a eu tout de suite le bon nom. Et puis, ils vous revendent les parts. Donc, il faut faire confiance. Et c'est ça aussi qui est important de travailler avec des gens comme Business France, ou Waza ou d'autres. Hein. C'est de travailler avec des gens de confiance qui vont vous donner les trucs pour arriver à vos fins plus rapidement. Et puis après, par la suite, on a retravaillé avec Business France. Eric a une super équipe en Inde. Et moi, je conseille vraiment voilà, dans les structures qu'on a, Business France, BPI, bon, à ça, j'ai un peu moins travaillé avec eux. Voilà, c'est des gens compétents, c'est pas cher et ça peut faire gagner énormément de temps. Bon, faut être un peu pionnier pour aller en Inde. Il y a encore peu d'entreprises indiennes qui sont implémentées en Inde. Alors c'est vrai que l'Inde est un peu peut-être protectionniste, hein. C'est difficile, on le disait, d'exporter. Alors nous, on fait toute notre production sur place, notre développement, on a même redéveloppé notre plateforme de paiement parce qu'il y avait tellement de moyens de paiement particuliers en Inde. Et autre point qui a été souligné, c'est important d'avoir un management indien. Nous, on est plutôt considéré en Inde comme une société indienne parce qu'on n'a que des Indiens. Et c'est aussi important pour faire du business en Inde parce que les Indiens, ils sont bien meilleurs que vous pour faire du business en Inde. Donc, il faut bien choisir son manager. Mais là encore, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour trouver un bon manager. Et là, récemment, je crois que j'en reparlerai un peu, on est très content puisqu'on est parmi les 12 sociétés indiennes et étrangères à avoir eu notre licence d'agrégateur de
paiement. Et aujourd'hui, il n'y a que 12 sociétés en Inde qui l'ont eu, hein, depuis la Reserve Bank of India, et on n'est que 2 sociétés étrangères à l'avoir eu. Donc, voilà ce que je peux dire sur le démarrage de l'Inde. Voilà. Merci Christophe, merci pour ça. Je vois l'heure passer. En fait, on a officiellement 5 minutes qui nous restent. Je pense que si tout le monde est d'accord, on va aller, on va prendre 15 minutes supplémentaires, donc ça nous donne 20 minutes. Et donc, avec ces 20 minutes, ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant 10 minutes pour une deuxième série de questions et je demanderai à chaque intervenant de vraiment limiter sa réponse à 1 minute avec un potentiel exagération de 30 secondes. Je le fais exprès. Et pour, comme ça nous restera quand même 10 minutes pour du Q&A avec l'audience. Donc, avec ça, on attaque la deuxième série de questions. Eric, à toi, Business France, dans 1 minute, qu'est-ce que vous apportez comme service et comment ASA BPI Guide peut aider? 1 minute, ça va être dur, mais juste quelques idées phares. D'abord, ce n'est pas Business France, c'est la Team France Export qui est là auprès des entreprises françaises en France. La Team France Export, c'est la réunion des collaborateurs de Business France, des chambres de commerce et d'industrie en France, qui sont les plus gros effectifs, et de BPI France pour les entreprises avec des moyens supérieurs et essentiellement les ETI. Donc, on a ce réseau de conseillers internationaux chargés d'affaires internationaux dans toutes les villes de France qui prêche un peu la bonne parole sur l'ensemble des marchés export et qui parle de l'Inde. Une fois qu'on a fait ça, on met en place des points conseils avec des pays, avec les chambres, avec des partenaires du secteur privé également, pour convaincre l'entreprise de l'opportunité ou pas d'ailleurs. Hein. Ça nous arrive de dire ne venez pas en Inde, c'est pas pour vous, vous n'avez pas la taille critique, vous n'êtes pas dans le bon secteur. Et à partir de là, on monte une mission commerciale individuelle, un événement. Sur l'année 2023, on aura beaucoup de nouveautés, et notamment avec l'IFKI, de pavillon France dans des secteurs où on n'allait pas jusqu'à présent. On sera sur le salon du plastique, sur le salon des composants automobiles, sur le salon des énergies renouvelables, etc. On vient de faire un colloque santé parce qu'on croit énormément au secteur de la santé. Donc, il y a cette visibilité qu'on peut donner avec les partenaires de la Team France Export ici en Inde, dont l'IFKI essentiellement, et tous ceux qui sont agréés TFE, pour faciliter, je dirais, la prospection d'abord, la communication ensuite et l'implantation qui est un peu l'étape d'après. La nouveauté pour l'année prochaine, elle est globale aussi chez Business France, c'est de se dire que l'export commence en France. On va être beaucoup plus actif sur les invitations d'acheteurs. Donc l'idée, c'est voilà, en post-Covid, on voit que les gens peut-être voyagent un petit peu moins qu'avant. Donc c'est d'amener les acheteurs indiens à Paris, dans d'autres villes de France, pour faire rencontrer des sociétés françaises et démarrer l'export. Les Italiens font ça très bien. Voilà, on n'invente rien, on essaie de se positionner là-dessus. Et je rappelle qu'un de nos métiers, c'est aussi d'amener des investisseurs indiens en France et que là aussi, on est en capacité de présenter à des sociétés françaises des directeurs généraux de filiales indiennes en France dans divers secteurs d'activité. Il y en a à peu près 200. Et je terminerai par notre troisième métier, c'est les talents, le VIE. Le VIE, c'est une offre de ressources humaines qui peut être hébergée dans une filiale, chez un partenaire ou à la chambre de commerce, qui permet d'avoir un jeune pendant 2 ans, un jeune français ou une jeune française, ou même un OCI, indien d'origine, pour développer du business en France, en Inde, pardon. Voilà, donc il y a un peu toute la panoplie et c'est très bien que des cabinets comme ASA aussi complètent cela avec des guides et puis surtout l'étape d'après, parce qu'on ne fait pas tout. On s'arrête là où on doit s'arrêter et on confie le reste des prestations à des fiscalistes, à des juristes, à des cabinets conseils ou cabinets de recrutement pour poursuivre le développement de l'entreprise sur le sol indien. Cool, Eric. Merci beaucoup pour ça. Superbe. Sunil, to you, you have a minute to answer this competition. What are the top issues that French companies can face when they're investing in India, and what would you say
how can they avoid them? Maybe if you can take top 1 or 2 issues and restrict it to that, given the time that we have. Right. Well, I'm a tax professional, Sumit, so maybe tax is something that I can talk about. There are multiple issues, not because the Indian tax laws seem complex, but it's just that the legislation is evolving. The laws are evolving, and therefore it takes time for the laws to settle down and take a definite shape. Now, there are multiple issues, and we advise a lot of French companies specifically, especially in the SME segment. Now, there are issues relating to getting a PAN number. There are issues relating to withholding tax, what rate to apply, how to get your money back. There are issues around cash repatriation. Now, some companies have made some money in India, and as per the exit plan, they need some monies when they, on a continuous basis from the Indian investment. But the issues that are most pertinent, I think, is really relating to the arrangements that the companies have between themselves, so intercompany group arrangements. And one of the threats, imminent threats that specifically the SMEs see, maybe because they don't have the resources or they don't have the right attention to the issue, is the way these entities are arranged. It takes them to an imminent risk of permanent establishment. So just to give you an example, most of the subsidiaries that are set up in India are sales and marketing subsidiaries, right? Now, when there are sales and marketing subsidiaries, their prime job is to primarily sell contracts and goods and services on behalf of the parent company. Now, it happens very often that due to a lack of understanding, that's the better word to say, due to lack of understanding, they a lot of times exceed their mandate, and eventually the Indian teams, sometimes led by foreign expats, who are posted to the Indian subsidiary, they eventually end up signing or agreeing the critical terms of the contracts with the customer, right? So it's actually a supply which is to be made by the French parent, but the Indian subsidiary is trying to agree critical parts of that contract on behalf of the French company. Now that, from a tax perspective, it very clearly means that the Indian company is actually setting up a permanent establishment of the foreign company. What happens in turns is, the French company set up an Indian subsidiary to ring fence their risk in India. And by doing this, by exceeding their mandate, the Indian company is exactly reversing that impact. So there is no effective ring fencing that the Indian company is doing. So that's one main big issue. And there are others. If you have maybe 30 more seconds, I can talk about it. So why don't you take your 30 seconds, Sunil? Go ahead. Right. So one very recent issue, which is really pertinent to all, is on the side of the arrangements where French companies, in fact, all overseas companies, they depute foreign nationals into India. Now, the moment you depute foreign nationals into India, this was an okay arrangement, acceptable arrangement until 2013. Since 2013, the tax authorities, both from the direct tax perspective, from a corporate tax perspective, and from the GST, the Indian VAT perspective, are trying to question this arrangement. So from a direct tax perspective, there have been judgments in the courts for and against whether sending employees into India, does it amount to service being rendered by foreign company to the Indian subsidiary, right? And if yes, should there be a tax withholding? Should there be an issue of permanent establishment, so on and so forth? Well, this issue is somewhat settled. The new issue on the block, and the new issue that is being discussed, is on the Indian VAT side, Indian GST side. There was a recent judgment by the Indian Supreme Court, which is the apex court. They clearly said that under these arrangements, there is a high possibility, there is a view that one can take, that the Indian company is getting services from the parent company by virtue of them deploying people into the Indian subsidiary. Now, the moment that happens, this becomes a service arrangement, and this service will have to be valued at fair market value, and you will have to pay a tax of 18% GST on this transaction. Now, this is a huge discussion. There have been various arguments for and against, but for now, the issue remains. And the way we understand, there are a lot of companies that are already paying GST on the amount of value that one can assign to an expat posted into India. That's a very, very critical issue because that's an 18% cost. Right.
Sunil, thanks for that. I think it's very important for the audience who's listening to us to understand that tax is a matter you surely need professional support in India. It is an evolving context, and there are certain things that you can do to avoid making mistakes. And to be honest, tax is a matter also in France, which requires professional support. So it's nothing new. We're not Dubai, we're not Singapore. So do take the advice that you need. And great points on permanent establishment, Sunil, and the GST. With that, I'm going to move back to Frédéric. Frédéric, joint ventures, pardon, je reviens en français. Des JV, faire, pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter? Voilà, rapidement encore, désolé. Alors nous n'avons pas fait de joint venture. On a choisi de racheter majoritairement une société indienne existante. Donc on a la majorité, mais en même temps on laisse les rênes opérationnelles aux actionnaires précédents qui restent toujours là, mais comme minoritaires. Voilà, donc il y a un partage des risques et avantages, c'est-à-dire que le groupe Questel apporte ses services, son expertise, son réseau commercial. Le management local reste en place et incentivé à développer son affaire locale. Et en même temps, on a mis en place un schéma d'actionnariat où aussi les employés indiens en fait, sont actionnaires du groupe Questel français, ce qui permet d'associer les meilleurs côtés de l'Inde et du groupe dans son ensemble. Mais vous avez la majorité, mais quand même, vous avez un partenaire indien avec qui vous travaillez, qui a des parts dans votre entreprise. Ce sont des salariés du groupe, en fait, maintenant. Ils sont devenus salariés managers du groupe, donc ils font partie du groupe. Et un de ces jours, d'ailleurs, le groupe sera à 100% dans leur entité, ce qui n'arrêtera pas du tout la continuité du développement. Et voilà, c'est une transition entre… Ils ont créé leur entreprise, leur start-up. Le groupe Questel les rachète majoritairement, ils sont en place. Ensuite, le groupe sera peut-être à 100%. Le management reste en place et peut évoluer au sein du groupe. Voilà, c'est notre schéma. Donc ça, c'est une très bonne exemple. À nous. Oui. Mais c'est très bien, Frédéric. Je pense que c'est un exemple des choses qu'on voit arriver en Inde, peut-être pas nécessairement dans beaucoup de pays, où en fait, on peut acheter son partenaire et son partenaire continue sur l'aventure du business et construire le business en tant que salarié. Et ça donne la continuité et la stabilité au business. Donc ça, je pense, ça représente bien cet exemple. Bravo pour ça. Christophe, vous avez bien expliqué votre parcours. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez bien focaliser? Pardon, je vois que Christophe n'est pas là. Est-ce qu'il avait un problème de connexion tout à l'heure? Donc, je vais tourner vers Elodie pour conclure, si Christophe ne revient pas. Qu'est-ce qu'on fait pour combattre cette image de l'Inde compliquée, exotique, risquée, loin, et comment le pays peut aider? Alors, je dirais que aujourd'hui en France, les entreprises françaises en fait bénéficient d'énormément de solutions d'accompagnement, de financement, d'assurance pour leur permettre de se déployer et de se développer dans des nouveaux marchés tels que l'Inde. Et je pense que déjà, il faut pas s'en priver, premièrement. Et je vais donner un exemple d'un de nos clients en fait, que l'on accompagne et qui est spécialisé dans la nutrition et la production animale. Et il souhaitait se développer en Inde. Donc, dans un premier temps, il a fait appel à nous et à nos partenaires de la team France Export, mais pas que. On lui a proposé de mettre en place, j'en ai parlé tout à l'heure, une assurance prospection. Donc, en fait, l'assurance prospection, c'est une avance de trésorerie qui va couvrir tous les frais de prospection d'une entreprise sur un temps donné. Donc, ça peut être une étude de marché, ça peut être, on en parlait précédemment, envoyer un VIE sur un marché pour commencer en fait la prospection, participer à des salons, ça peut être les allers-retours en avion, des frais d'hôtel, traduire une plaquette commerciale, etc., etc. Donc vraiment tout ce qui est lié à la production, à la prospection, pardon. Ça peut également être un hébergement en business center, comme le propose par exemple la Chambre. Donc, il a fait appel à cette assurance prospection
on lui a fait une avance de trésorerie d'une partie en fait de son budget de prospection, ce qui fait que déjà premièrement, il avait un peu de trésorerie pour pouvoir s'engager sur le marché, ce qui était non négligeable. Et au-delà de ça, en fait, ça minimise le risque. C'est-à-dire que cette assurance prospection, en cas de réussite, elle nous est entièrement remboursée. Néanmoins, en cas d'échec, il y a seulement un minimum forfaitaire qui nous est remboursé. Ça veut dire qu'on partage le risque avec l'entreprise. Donc, c'est quand même assez avantageux. Ça existe pas, à ma connaissance, dans d'autres pays. Et je pense qu'il faut pas utiliser, il faut pas en fait hésiter à utiliser ce type d'outil. Donc, en fait, notre client a utilisé cet outil. Ça a très bien fonctionné pour lui. Donc là, à partir de là, il s'est dit, moi, pour continuer, il faut que je crée une filiale et que je m'implante. Et à partir de là, on a continué à travailler avec lui pour encore minimiser son risque. Et là, il a fait appel à une garantie de projet internationale qui, en fait, sécurise 50% de l'investissement de la maison mère en France jusqu'à la filiale à l'étranger. Donc, c'est demain, là, en l'occurrence, il y avait la création d'une JV, mais enfin, il y avait une JV, mais ça peut être aussi pour un rachat d'entreprise. Si demain, une entreprise investit, la maison mère en France investit un certain montant en Inde, on est capable de sécuriser à hauteur de 50% cet investissement sur 7 ans. Donc, ça veut dire que, je vous dis n'importe quoi, mais enfin, je vous donne un exemple, mais il y a un investissement de 100 000 euros. S'il y a un échec qui est lié à un échec économique parce que l'activité ne fonctionne pas, on va rembourser la moitié, donc 50 000 euros. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut oser, il faut avancer, ne pas hésiter en fait à aller en Inde parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et il y a aussi beaucoup d'outils qui permettent de dérisquer l'entreprise. Voilà. Excellent, Elodie. Merci beaucoup. C'est des super exemples. Avec ça, on conclut. Merci à tous les panélistes qui étaient là, à Christophe qui entre-temps nous a quittés, Frédéric, Eric, Elodie. Moi, j'étais ravi d'être là comme ami pour ASA et bravo encore à ASA et BPI pour ce super livre qu'ils ont publié. Léa, je passe la micro à vous. Merci Soumit, merci encore pour modérer cette session. Merci à tous les panélistes, Frédéric, Elodie, Sunil, Eric, Ajay, Christophe qui nous a quittés également. Bon, en effet, le temps était un petit peu trop court. Il y a énormément à dire sur l'Inde et sur tous les sujets, surtout avec un panel si qualifié. Merci à tous les participants également. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager avec vous le lien de l'enregistrement par mail dans 1 jour ou 2 maximum, avec la version digitale du guide que vous pouvez également trouver maintenant dans le chat box de GoToWebinar pour le télécharger. Et si jamais vous avez des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, des commentaires ou des feedbacks, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse french.desk@asa.in. Donc, on répondra à toutes vos questions. Et puis, encore une fois, merci à tout le monde. Passez une très bonne journée et à bientôt en Inde, on l'espère. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Désolé, j'ai été déconnecté quelques minutes, donc j'ai pas dû répondre à la dernière question. Pas de problème, Christophe. Moi, j'ai juste quelque chose à dire, c'est que si vous voulez faire un POC en Inde, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas encore, c'est que c'est 1 milliard de personnes, dont 750 millions qui sont connectées. Donc, sur le numérique, il y a énormément de choses à faire. Il y a une stack digitale qui est énorme, qui est en open source. Et c'est vraiment l'endroit où il faut être dans les prochaines années sur le numérique. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye.